Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture pour la chronique de mes 3 dernières lectures. Nous allons commencer tout de suite avec un nouveau Gabriel Katz. Il s'agit de La maîtresse de guerre et qui donc est paru dans un premier temps chez Scrinéo puis aux éditions Pocket. Il en aura été ma 4e lecture puisque avant d'entamer La maîtresse de guerre, eh bien je m'étais fait la trilogie Le Puits des Mémoires. Trilogie que j'ai lue en lecture commune avec Début livresque et La maîtresse de guerre, eh bien j'ai fait pareil, j'ai continué encore et toujours avec ma chère Maïté de Début livresque. Oh, je sais que ce livre ne fait pas l'unanimité chez les lecteurs de Gabriel Katz puisqu'il possède des faiblesses que les autres séries n'auraient pas, notamment la série Aeternia. Mais moi personnellement, n'ayant pas lu Aeternia ou La part des ombres, je n'ai pas de comparaison à faire et je préférais donc bien lire les premiers récits plus ou moins dans l'ordre. Alors peut-être en effet que ce livre a des faiblesses, il est vrai, ça n'en est pas moins resté pour ma part une très bonne lecture. À noter pour ceux qui ne le savent pas, La maîtresse de guerre est un tome unique. Donc dans La maîtresse de guerre, nous sommes toujours dans le même univers de Gabriel Katz, un univers qui est toujours aussi riche. Riche et complet pour nous donner des événements bien différents dans des lieux bien différents avec des personnages bien différents. Bon alors comme d'habitude, c'est-à-dire comme pour mes lectures de Le Puits des Mémoires, je ne peux m'empêcher de faire une petite réclamation. S'il vous plaît, mettez-nous une carte. J'adore les romans de fantasy avec une carte. Ça rend tout plus tangible, plus crédible. On s'y repère dans l'espace tout simplement et c'est toujours un petit plus. Pas que l'univers soit brouillon et qu'on s'y retrouve pas, mais simplement parce que je trouve ça mignon. Je trouve que c'est toujours un petit point de bonus. Alors ici, nous allons rencontrer une héroïne et pas un héros, Kaeline, qui va s'engager dans l'armée, censée aller combattre l'esclavage. Vous voyez à quel point j'appuie sur le mot censé là? Oui, parce que vous le savez bien, l'humain est tout à fait capable de recréer en pire ce qu'il est censé combattre à la base. Bref, notre jeune Kaeline, pleine de bonne volonté et de désir d'aider, va vite déchanter quand elle va se rendre compte de la réalité sur le terrain. Et puis, elle va vite déchanter lorsque tous ses amis vont se faire décimer par un certain maître de guerre. Réduite en esclavage, la jeune femme va se retrouver à la position la moins envieuse. Pourtant, en s'appuyant sur son caractère bien trempé, la jeune femme va se forger un destin bien différent. Alors ici, nous sommes dans une intrigue assez classique du genre de la fantasy, mais une intrigue qui fonctionne tout à fait bien. C'est aussi une intrigue qui est facilement abordable, donc si vous n'êtes pas adepte de la fantasy, que c'est vos premiers pas, vous ne serez pas perdu, vous n'avez pas besoin d'avoir lu pléthore de fantasy afin de comprendre ce que Gabriel Katz veut vous dire. En plus, la plume de Gabriel Katz est tout à fait fluide, donc c'est un livre qui se prête parfaitement aux novices de la fantasy qui ont envie de découvrir le genre. Donc oui, La maîtresse de guerre est un classique du genre, mais l'écriture très fluide de l'auteur et l'absence de longueur font de lui un roman qui se lit ma foi vite et bien. Et pour rajouter encore du dynamisme, bien des chapitres très courts qui donnent un rythme enlevé au récit, ça j'ai adoré. Bon, par contre, il faut noter quelques points faibles, notamment au niveau des personnages. C'est pas que je les aime pas, hein, mais on va peut-être un petit peu loin, par exemple avec le côté badass de Kaeline. Certes, la jeune femme va recevoir un entraînement au combat, je ne vous en dis pas plus, mais elle va quand même devenir très rapidement une guerrière de choc, capable de décimer une quinzaine de guerriers hors norme à elle seule. Ouais, bon. Et alors, claquez là, dans une arène, sans épée, avec juste le fourreau de l'épée, et elle va vous dégommer en géant, mais alors en moins de 2. Vous êtes sûr là? Bon, allez, j'arrête d'être caustique parce que dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé la jeune femme, même si j'ai trouvé que c'était un poil capillotracté. Par contre, son mentor du nom d'Adrien, alors lui, les amis, lui, je peux vous jurer que si ce mec existait en chair et en os, je lui aurais foutu quelques tartes en travers de la gueule. Oui, ce mec a l'art de me mettre les nerfs en plot. Amoureux de la jeune femme, enfin du moins on espère, il ne s'arrête devant rien pour soi-disant lui inculquer la façon de se battre. Donc eh bien on peut lui faire toutes les bassesses en guise d'apprentissage. Et quand je dis toutes, c'est jusqu'à aller coucher avec une autre nana, sous prétexte de lui apprendre à avoir confiance en personne. Alors ça, si c'est pas l'excuse la plus merdique de tout l'univers intergalactique les gars, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, cette cruche de Kaeline va lui pardonner en disant bien sûr je comprends. Mais oui, bien sûr, tu comprends, une tarte dans la gueule, tu vas la comprendre. Bon, bref, comme vous le voyez, quelques scènes m'ont peut-être légèrement fait lever les yeux au ciel, voire un petit peu plus que lever les yeux au ciel. Bref, de ce côté-là, je dois vous avouer quand même qu'il y a un certain manque de crédibilité.
Izzy, si tu pouvais arrêter de jouer à côté de moi, ce serait bien. Autre petit point, c'est au niveau de certaines scènes. Vous savez, ces scènes où tout se déroule si facilement que vous vous dites « ouais, bon, trop facile ». Bon, bref, pour résumer, ce roman n'est pas le récit de l'année. Mais malgré tout, il est bon et se lit, ma foi, très vite. Il se lit bien malgré des personnages qui sont loin d'être aussi drôles et caustiques que ceux que l'on va rencontrer dans le puits des mémoires et un humour qui, ma foi, n'est pas franchement présent. Après, malgré le côté caricatural de nos personnages, on a quand même un sacré panel de ce que l'être humain peut nous offrir. Du gamin insolent en passant par l'arriviste, la jalouse imbue d'elle-même ou la brute épaisse sans cervelle, il y aura du monde pour courir aux trousses de nos deux héros. Donc La Maîtresse de guerre n'est sûrement pas le meilleur roman de Gabriel Katz, ça n'en reste pas moins un bon roman de fantasy qui peut être sympa pour découvrir de 1 la fantasy, de 2 Gabriel Katz. Je voudrais ensuite toujours vous parler d'un roman de fantasy avec une conclusion de série puisqu'il s'agit du tome 3 de Young Elite écrit par Marie-Lu et paru aux éditions Castelmore. Ce tome 3, L'Étoile de minuit, je n'ai pas tardé à le lire dès la fin du tome 2 car j'avais vraiment envie de découvrir tout simplement la fin de cet univers. Je dois l'avouer, le tome 2 était vraiment excellent, j'en attendais donc beaucoup de cette trilogie et de cette conclusion et peut-être qu'elle n'a pas été tout à fait à la hauteur de mes espérances. Pourquoi ? Notamment à cause du personnage d'Adelina. Comme je vous le disais dans les précédentes chroniques, Adelina, il faut savoir que c'est l'anti-héroïne par excellence, ce qui dans la plupart des cas me plaît vraiment beaucoup. C'est une héroïne qui est non parfaite, qui a ses propres démons à combattre et qui est finalement tout à fait crédible. Oui, mais voilà, comme pour chaque chose, un certain équilibre est nécessaire et là, l'équilibre a été largement rompu. Là où je pensais que la balance du caractère d'Adelina allait se rééquilibrer, elle n'a fait qu'empirer. Nous retrouvons Adelina au plus profond de sa noirceur et au lieu de remonter la pente, d'essayer de s'en tirer, l'auteur va nous donner un personnage qui détruit tout sur son passage. Et ses amis, quant à eux, au lieu de se rebiffer et d'essayer de la remettre dans le droit chemin, vont lui dire « Vas-y, continue ma grande, continue, t'es devenue une vraie salope, c'est pas grave, on t'aime toujours. » Alors ça, absolument pas crédible. Bref, cela va tellement loin qu'à la fin, il n'y a plus de personnage à aimer puisque Adelina va tellement loin que vous ne l'aimez plus, elle a vraiment franchi les limites. Quant à ses amis, ils sont tellement babaches avec elle que de toutes les manières, c'est pareil, vous en avez plus rien à secouer. Alors, autant vous dire que le premier tiers de ce roman a été très laborieux pour moi. Je me demandais vraiment où est-ce qu'on allait et pourquoi l'auteur avait fait ce choix. Comme je vous l'ai dit, j'aime les anti-héros, j'aime quand ça n'est pas tout noir d'un côté, tout blanc de l'autre, mais il faut quand même garder une certaine balance, sinon vous risquez de perdre votre lecteur en route, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et puis Adelina s'enfonce dans sa noirceur, mais on ne lui trouve même pas une excuse, l'auteur ne lui donne pas une excuse qui fait que on a beau chercher, elle est inexcusable, et toutes les horreurs qu'elle commet, elle ne mérite aucun pardon. Heureusement, au bout de environ 150 pages, l'auteur va enfin redresser la barre et nous emmener une fois encore dans des directions totalement inattendues. Il était vraiment temps que le livre prenne ce tournant. Et la deuxième partie a fini par me réconcilier avec l'univers et les personnages que je ne pardonnez toujours pas malgré tout. Ce troisième et dernier tome est donc un tome pour le moins étrange, un tome qui manipule vos émotions, il est un véritable ascenseur émotionnel. En revanche, niveau action, il faut l'avouer, il est quand même moins bon que ses deux grands frères. Nous arrivons ici sur la conclusion et il va être temps de réparer ses erreurs et payer ses dettes. Bref, trouver la rédemption et ce troisième tome va donc se pencher beaucoup plus sur tout le côté émotionnel, sur le travail émotionnel des personnages que sur l'action brute et donc comme je vous le disais, la première partie ma foi est quand même fortement longue et même si après ça change, l'action ne prime pas et donc on reste dans quelque chose qui manipule énormément les émotions mais qui malgré tout va manquer d'un certain dynamisme. Bon voilà, pour le reste, je ne vais pas vous reparler de l'univers des Malfaitos, de tous leurs pouvoirs. L'univers de Marie-Lu de base, il est vraiment exceptionnel. Si vous ne connaissez pas cette trilogie, que vous aimez la fantasy avec des pouvoirs magiques comme ça, donc fantasy young adulte, n'hésitez pas à vous pencher sur cette série, sachant que vous allez partir à un moment dans quelque chose d'assez dark. Le début du troisième tome est quand même fortement dark fantasy, mais voilà, c'est très intéressant et l'univers, ma foi, il est fortement bien travaillé. La fin, quant à elle, elle est bien tournée, elle est même un brin poétique, mais dans les grandes lignes, elle
elle était fortement prévisible. Mais bon, jusqu'à la fin encore, Marie-Lu va s'amuser à malmener nos émotions jusqu'à la dernière page. Et il faut le dire, elle sait extrêmement bien le faire parce que ça marche. Cette trilogie, j'en garde quand même un excellent souvenir, malgré ce tome 3 qui m'aura vraiment malmené émotionnellement. C'est une trilogie que, au final, j'aurai dans son ensemble beaucoup appréciée. Enfin, je voudrais terminer cette update lecture en vous présentant mon avis sur le deuxième tome des Sœurs Carmine, Belle de Gris, écrit par Ariel Holz et paru aux éditions Nemos dans la collection Naos. Quelle découverte avait été le premier tome de cette saga qui est original, qui m'avait plongé dans un univers à la fois drôle et sombre et dont j'étais ressortie complètement émerveillée. C'est donc évidemment avec grande impatience que je me suis penchée dans ce tome 2 qui donc est dédié à la deuxième sœur de la famille qui s'appelle Tristabel et qui me paraissait être une psychopathe en puissance, ce qui était pour me plaire. C'est donc avec grande joie que j'ai fait une nouvelle incursion dans le monde déjanté et monochrome de Grisaille. Tristabel, l'aînée, est caustique à souhait et assez me séduire tant et si bien que je peux vous dire que ce deuxième tome fut encore un cran au-dessus pour moi que le premier. Et c'est pas peu dire. Est-il vraiment besoin de vous conter l'histoire de ces trois sœurs dans cet univers? Je ne sais pas, puisque à présent les sœurs Carmine ont tellement fait parler d'elles que je pense que vous en avez déjà entendu parler quelque part. Alors que le tome 1 se penchait sur les mésaventures de Mériver, une monte en l'air aussi habile que poissarde, nous allons ici tourner notre attention sur Tristabel, de son petit surnom Trista, jeune femme fort séduisante mais aussi fort imbue d'elle-même au demeurant. Psychopathe en puissance, rien, pas même un bon petit meurtre, ne va l'empêcher d'atteindre son objectif présent, assister au bal de la reine. Certes, dit comme ça, l'intrigue pourrait vous sembler légère, mais croyez-moi, Ariel Holz nous montre une fois encore tout l'étendue de son génie par des retournements et des conséquences aussi passionnantes qu'improbables. Alors, Tristabel, c'est le personnage tête à claque par excellence et j'ai été ravie de pouvoir enfin mieux la découvrir. J'ai adoré la position qu'a pris l'auteur sur ce roman, c'est-à-dire de donner la plume directement à Tristabel qui va s'adresser directement à nous, lecteurs. Puisque Tristabel, imbue d'elle-même comme elle est totalement persuadée que nous ne pourrons qu'être passionnés par ses aventures. Et sur moi, ce style de narration a marché du feu de Dieu, il faut le dire, puisqu'il correspond à la perfection au personnage et à la personnalité de Tristabel. La jeune femme possède sa propre vision du bien et du mal, et elle se trouve être parfaitement adaptée à l'univers dans lequel elle évolue. Grisaille est certes sans pitié, mais Grisaille paraîtrait presque douce, à côté du caractère piquant de notre nouvelle héroïne. Oh, et une fois encore, nous avons le droit à notre dose de jeu de mots et de référence à tout ce qui est gris, à la Grisaille, à cet univers qui vous plonge encore un peu plus en avant dans cette atmosphère quand vous lisez. Vous avez vraiment ce rendu un peu monochrome. Je trouve cela vraiment mené d'une main de maître par l'auteur. De toutes les manières, si vous goûtez à cette plume, vous ne pourrez que en redemander. Alors peut-être que je pourrais vous avouer que la jeune Dolorine, la plus jeune des trois sœurs, qui fait quelques apparitions de par son journal dans le premier tome, m'a un peu ici manqué, elle et sa poupée Nyx. Mais bon, le tome 3 lui étant consacré, je pardonne aisément sa petite absence. Et pour ceux qui ont déjà lu le tome 1 et qui se poseraient des questions, ne vous inquiétez pas, vous apprendrez ce que est devenu Mériver, ce qui de toutes les manières était un élément indispensable à la survie de mon petit cœur au vu de la fin affreuse du tome 1. En résumé, cette saga, c'est une atmosphère sombre à souhait, un humour piquant et recherché, des aventures inédites et originales, des personnages pour le moins hors des sentiers battus. Bref, que demander de plus un bon roman? Ces deux premiers tomes auront été pour moi un coup de cœur et j'espère que le troisième tome me plaira autant. Je sais que les tomes préférés peuvent varier en fonction des personnes puisque vous avez finalement des personnages bien différents et qu'en fonction de votre caractère, vous serez plus en adéquation avec l'un ou l'autre des personnages. Et moi, taper dans le mille, mon préféré c'était la psychopathe de service, comme cela est étrange. En tout cas, Les Sœurs Carmine est une série que j'adore d'amour et que je vais finir avec joie. Finir, je ne sais pas, puisque Dolorine finit la série sur les trois sœurs, mais qu'a priori on verrait peut-être quelques autres personnages dans une suite, je n'en sais pas plus, en tout cas je ne vous en dirai pas plus. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce nouveau point lecture, j'espère qu'il vous aura plu à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.